Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes lundi 22 janvier et vous êtes sur RTI 1. Merci et bienvenue. Au sommaire de ce 13h, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce lundi matin pour Monrovia où il a pris part tout à l'heure à la cérémonie d'investiture du président élu du Libéria. George Weah vient donc d'être investi président de la République. Il succède ainsi à Ellen Johnson Sirleaf après 2 mandats successifs de 6 ans. Ici en Côte d'Ivoire, le Conseil Café Cacao accentue la lutte contre la maladie du cacaoyer, dénommée le Sholl and Shoot. Des actions seront menées pour maîtriser la maladie dans les zones de production du cacao partout en Côte d'Ivoire. Comment reconnaître le Sholl and Shoot et quel est véritablement son impact? La réponse dans une quinzaine de minutes. 6 personnes tuées, 49 blessés et 94 arrestations. C'est le bilan mis à jour par la porte-parole de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo. Après la dispersion par les forces de l'ordre de la marche anti-Kabila de ce dimanche 21 janvier en RDC. Nous en parlerons en fin de journal. Je vous le disais en titre, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté ce lundi matin Abidjan. Il s'est rendu à Monrovia pour prendre part, à l'instar d'autres chefs d'État, à la cérémonie d'investiture du président élu du Libéria, George Weah, nouveau président donc du pays. Le président Alassane Ouattara regagnera Abidjan en fin d'après-midi. L'ex-footballeur de légende George Weah vient donc de prêter serment. C'était lors de l'investiture au stade Samuel Doe de Monrovia ce lundi matin. Son arrivée au pouvoir ravive les attentes et les espoirs que sa victoire a soulevés, surtout chez les jeunes. C'est la première fois depuis les années 1940 qu'un chef de l'État démocratiquement élu succède à un autre au Libéria. J'ai passé ma vie dans les stades, mais je ne m'étais jamais senti comme ça. Ces mots sont du chef de l'État, le président George Weah, président donc du Libéria. Enfant des bidonvilles de Monrovia, devenu star planétaire du football dans les années 1990, George Weah entame à 51 ans sa seconde vie en prêtant serment ce lundi comme président du Libéria, 15 ans après la fin de la guerre civile. Il succède à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique en 2005 qui quitte le pouvoir après 2 mandats successifs. Pour parler de ce mandat, je reçois en plateau le politologue William Aglonon. Bonjour, monsieur Aglonon. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, dites-nous, c'est officiel, depuis midi, George Weah vient de prendre les rênes du Libéria. L'ancien footballeur a-t-il le profil nécessaire pour être un bon président, surtout au Libéria? Alors, d'abord, il n'y a pas de profil idéal pour être chef d'État. Je pense que depuis les années 90, en Afrique, on se cherchait le profil idéal. On a essayé des fonctionnaires internationaux, des banquiers notamment, après les années 90. C'était l'époque de la gouvernance, de la bonne gouvernance. Donc, on a essayé de privilégier les technocrates. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'il y a un décalage entre les technocrates et le monde politique, ce qui a fait qu'on n'a pas eu les résultats attendus. Donc, depuis lors, l'idéal, le profil idéal pour être chef d'État n'existe pas. Alors, ceci dit, il y a une particularité quand même de George Weah, qui a été une légende du foot, et on se demande s'il pourra être une légende du monde politique. Ça va être difficile. Ça va être difficile. C'est vrai que son problème réside en même temps dans ce qui fait aujourd'hui son succès, c'est sa popularité, et c'est un grave déficit pour un homme politique lorsque vous êtes trop populaire. Les attentes sont énormes. On l'a vu dans le cas de Barack Obama qui a suscité tellement d'attentes, tellement d'espoir et finalement beaucoup ont été déçus. Donc il n'a pas le profil idéal, sans doute parce qu'il n'est pas sorti du sérail, il n'est pas sorti des universités ou des facultés de bonne gouvernance. Et justement, il fait ses premiers pas en politique. Ses adversaires, justement, avaient critiqué son manque d'expérience. Ils avaient également critiqué son projet de société. Quel regard jetez-vous donc sur l'offre de solution de George Weah pour les Libériens? Alors, il a le mérite d'avoir un programme assez ambigu. Le président Valéry Giscard d'Estaing disait « Les meilleurs programmes politiques sont ceux qui sont les plus ambigus possibles » parce qu'effectivement, ça permet de ne pas dire nécessairement où on veut aller parce qu'on ne sait pas toujours où on va aller.
Parce qu'il y a la possibilité d'avoir de grandes ambitions, mais ce n'est pas évident d'établir un programme et de le tenir sous 5 ans, 6 ans. Donc je pense qu'il a un programme qui est ambigu et qui est normal parce que c'est quelqu'un qui sort, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du bas peuple. Il sort du bas Libéria. Et il est attendu par ces gens-là dont les ambitions ne sont pas énormes. C'est des gens qui veulent du travail. Il a quand même promis une meilleure éducation, oui, évidemment, de l'emploi pour les jeunes, l'agriculture qui va être améliorée. Tout à fait. Ça, c'est le minimum qu'on puisse proposer dans un pays qui sort de guerre civile et qui aujourd'hui fait partie des pays les plus pauvres d'Afrique. Donc, il faut de l'éducation. Les défis sont nombreux. Il faut la santé, le système éducatif, le travail parce que les jeunes sont au chômage. Il faut l'agriculture parce que c'est un pays qui importe tout aujourd'hui en termes de produits de première nécessité. Donc je pense que les défis sont énormes et il en est conscient. Mais en même temps, c'est difficile de faire des promesses, de promettre monts et merveilles, alors que le Libéria aujourd'hui n'a pas nécessairement les moyens de sa politique et il va falloir inventer des solutions. Il va falloir s'appuyer, construire des réseaux internationaux, s'appuyer sur des partenaires, des bailleurs internationaux. Donc ce n'était pas très prudent de s'avancer sur des promesses mirobolantes et je pense qu'il a bien fait d'être assez vague, mais il a une très bonne vision de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire l'éducation, le travail pour les jeunes, le système sanitaire, et ce serait déjà assez... Et comme vous l'avez dit, hein, les défis sont nombreux, beaucoup reste à faire au Libéria en termes d'emploi, d'infrastructures de santé, et surtout la sécurité, parce que tout ceci est l'héritage de guerre civile qu'a connu le pays. Georges Weah, dites-nous, a-t-il des soutiens internes comme à l'étranger pour faire face à tous ces défis-là? Oui, je pense qu'il a un grand atout aujourd'hui, c'est la faveur de l'environnement international. L'environnement sous-régional déjà, et régional, et puis international. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des chefs d'État qui sont là, le président Alassane par exemple est sur place. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut compter, et ça c'est une ressource fondamentale, on le sous-estime souvent, mais il peut déjà compter sur l'expérience de ses pairs. Et ça c'est fondamental pour lui qui n'a pas nécessairement une grande carrière, qui n'a pas eu une grande carrière internationale, il peut compter sur l'expérience de ces gens-là. Et en interne, il a quand même fait 60% des suffrages exprimés. Il a été en 2011 colistier d'un William Tubman dont on connaît l'expérience. Il a aujourd'hui, même si ceci n'est pas très affiché, il a quand même d'une certaine manière le soutien de Mme Ellen Johnson-Sirleaf. Donc je pense qu'il y a à l'intérieur le climat qui peut lui permettre, qui peut lui faciliter la tâche, et au niveau international, au niveau sous-régional, il peut énormément compter sur le soutien de ses pairs. Mais en même temps, et là, ça va être le principal défi qu'il va falloir relever, c'est convertir son immense capital social en capital politique. Ce n'est pas donné. Ça lui a permis d'être élu président. Il est l'homme de peuple, mais comment est-ce que de homme de peuple, il va devenir homme de pouvoir parce que diriger, ça va être décider. Décider, c'est choisir, c'est faire des sacrifices. Il va apprendre à faire des sacrifices, il va apprendre à prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement aujourd'hui dans l'intérêt de ceux qui le soutiennent, mais qui vont être sans doute des éléments de l'intérêt général. Donc, je pense que l'équation va être assez difficile. Et dans ce soutien, quel peut être l'apport de sa vice-présidente, Jawel Howard-Taylor? Alors, je pense que c'est un soutien qui lui garantit une forme d'ancrage politique parce que Mme Taylor a beaucoup d'influence sur la scène politique libérienne. Et je pense que c'était trop tôt de vouloir effacer complètement la famille Taylor de la gestion du Libéria. Je crois que c'était une erreur et il est revenu là-dessus malgré les risques qu'il prenait en faisant encore parler de Taylor. C'était un risque, mais il a compris que ça fait partie des conditions pour recréer de la confiance à l'intérieur du pays, pour recréer une solidarité au sein de la classe politique et surtout engager les défis dans un climat de sérénité. Et dans la perspective du second tour, Georges Weah a contracté certaines alliances. Oui, il a dû apprendre à faire des compromis. J'espère qu'il n'est pas allé jusqu'aux compromissions parce que souvent c'est ça le problème en Afrique. Mais c'était important parce que dans un pays qui sort de deux guerres civiles, on ne peut pas diriger parce qu'on a la popularité. On ne peut pas diriger parce qu'on est l'homme du peuple. Il faut savoir
faire des compromis, il faut savoir négocier avec les autres. Et je pense que là, c'est une expérience de négociation qu'il a entamée. Et sans doute, cela ne lui est pas nouveau. On sait qu'entre 2005 et 2011, il a quand même fallu qu'il fasse beaucoup de compromis pour maintenir la paix, pour soutenir la présidente Sirleaf dans son travail pour la paix. Donc je pense que ce n'est pas des compromis qui peuvent a priori l'empêcher de faire son travail. Au contraire, ça ne peut que consolider sa gouvernance. Ça peut lui être salutaire. Alors, il succède à Ellen Johnson Sirleaf, la première femme présidente ici. Dites-nous un mot sur le mandat de Ellen Johnson Sirleaf qui vient donc de passer la main. Alors, malheureusement, c'est un mandat qui a été souvent critiqué, ou deux mandats qui ont été critiqués, mais qui, pour moi, ont un sens. Parce que quand un pays sort de la guerre civile, on ne peut pas s'attendre à des prouesses économiques. On ne peut pas s'attendre à des miracles. Je crois que le miracle qu'il fallait accompli, c'était celui de la paix. Et ça, elle l'a réussi. Celui de la crédibilité des institutions, elle l'a réussi. Aujourd'hui, le Libéria organise une élection, sort d'une élection présidentielle sans violence politique qui succède à une autre élection présidentielle. Je pense qu'elle a eu le mérite de recréer les conditions de la sécurité et de la prospérité de la démocratie libérienne. Et pour terminer, en un mot, dites-nous quels enseignements retenir de cette élection présidentielle libérienne? Mais qu'il est possible en Afrique de faire des élections démocratiques correctes. Je pense que le Libéria n'avait pas de moyens extraordinaires et il a donné l'exemple. Donc, malgré les difficultés rencontrées, le Libéria sort quand même avec des élections organisées qui ne font que honorer le pays. Donc, je pense que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'incidents, notamment entre les deux tours où on a frôlé le pire, mais c'était quand même essentiel. C'était prévisible, mais pour moi, c'est des élections qui ne font qu'honorer la démocratie libérienne. Merci. C'est moi qui vous Merci, remercie. Monsieur Agbonon. William Agbonon, avec vous, nous parlions de Mr. George, son Excellence George Weah, le tout nouveau président élu du Libéria, qui a prêté serment ce lundi à Monrovia en présence de nombreux chefs d'État et d'anciennes gloires du football. Merci encore d'être venu sur notre plateau. Autre chose à présent, le Schollenschutt, vous connaissez peut-être, c'est la maladie du cacaoyer, une maladie dont l'ampleur préoccupe le Conseil du café cacao. Cette année, l'instance veut intensifier la lutte contre cette maladie. Elle promet de mener des actions pour traquer le mal dans l'ensemble des zones de production du cacao sur tout le territoire ivoirien. Mais comment reconnaître le Schollenschutt? Quel est son impact et quelles solutions pour son éradication? Élément de réponse dans ce document signé Noël Niayo. Les vergers de cacao de Soubré, Vavoua, Bouaflé, comme ceux de l'ensemble des autres zones de production de Côte d'Ivoire, sont menacés par la maladie du Schollenschutt. Alors le Schollenschutt est une expression anglaise qui signifie gonflement des rameaux. Et le symptôme caractéristique de la maladie, c'est un gonflement de rameaux. C'est une maladie qui affecte le verger cacao, qui le détruit. C'est exactement en 2003 que le CNRA, sur l'indication de l'ANADER, a confirmé la recrudescence de la maladie en Côte d'Ivoire. Un mal qui s'est installé du fait de la méconnaissance de la maladie par les producteurs. Je surveille la plantation de mon papa, ça fait 17 ans. Bon, arrivé à un certain moment, j'ai vu que la production de mon papa était abaissée. Et on ne savait pas qu'il y avait un problème de maladie. Donc nous, on se disait que non, c'est les cacaoyers qui ont vieilli. Donc on prenait les cabosses et puis on prenait les pépinières, on replantait en bas. Mais l'année qui suit, on trouve que les jeunes plantes qu'on a replantées, tout est mort aussi. Il n'y avait pas de solution. Au départ, moi, je ne pensais pas sur la maladie du Schollenschutt. Moi, j'ai dit que comme je produisais beaucoup, que c'est mes voisins qui sont venus envoûter ma plantation. Corollaire de cet état de fait, la survenue de facteurs de propagation. Nous avons entre autres facteurs, justement, les échanges incontrôlés de matériel végétal en milieu paysan. Vous savez que les producteurs, ils ont cette habitude d'échanger du matériel entre eux. Mais ce faisant, si des cabosses partent d'un champ déjà infecté à un autre champ indemne de la maladie, eh c'est une façon accidentelle d'introduire, n'est-ce pas, les cochenilles qui sont les vecteurs de la maladie. Il y a, n'est-ce pas, l'utilisation de matériel végétal
non sélectionnés que plusieurs producteurs continuent d'utiliser. Et ça aussi, ça peut être à l'origine de la prolifération de la maladie. Il y a également, justement, l'insuffisance des entretiens. Donc, il y a le désherbage qu'il faut faire régulièrement, mais aussi les traitements phytosanitaires. Conséquence, la menace est permanente avec un taux de prévalence de 9%. Quant à l'incidence socio-économique, elle est édifiante. Il y a une baisse de production de 25% la première année, de 50% la deuxième année, et à partir de la troisième et quatrième année, eh bien, vous allez assister complètement à la destruction complète du champ. À chaque année, la production descend. De 8 tonnes, on vient à 5, 4 et quelques. L'année passée, j'étais à 1 tonne, et cette année, je me retrouve à 300 kilos. Le début, on trouvait 2 tonnes 600, 2 tonnes 500. C'est revenu à 2 tonnes. Bon, actuellement, cette année, la grande session, là, on a gagné 600 kilos. Bon, depuis 90, en tout cas, la plantation se portait très bien. Où là, je faisais au moins 7 tonnes, 8 tonnes en une seule récolte. 2 ans après, j'ai commencé, la première année, 8 tonnes, j'ai fait 8 tonnes. La deuxième année, c'était plus que ça encore. Maintenant, c'est au niveau de la troisième année où j'ai commencé à avoir les pieds morts. Allez, ça a commencé à diminuer, ça fait 4 tonnes. Cette année-là, j'ai fait seulement que 15 kilos. Le Conseil du café cacao, prenant la pleine mesure du danger, a décidé de circonscrire le mal. Il a donc mandaté le CNRA, Centre national de recherche agronomique pour la recherche, et l'ANADER, Agence nationale de développement rural pour le conseil agricole. De cela, il est ressorti une étude réalisée en 2008 et actualisée en 2012. Elle a permis d'identifier les foyers d'infection évalués à ce jour à 100 000 hectares, dont 40 000 pour Soubré, Daloa, Vavoua, Bouaflé, classés dans le top 10 de la production ivoirienne. Il faut donc éradiquer le mal, de peur de compromettre le leadership ivoirien pour cette spéculation. Premier producteur mondial depuis des décennies, la production de 2016-2017 est évaluée à plus de 2 millions de tonnes. Que faire et comment le faire? L'ANADER, l'Agence nationale de développement rural, dans le cadre de la mission à lui confiée par le Conseil Café Cacao, a élaboré une démarche. Les premiers éléments d'accompagnement, c'est déjà le scieur qui vient pour arracher gratuitement la parcelle. C'est le conseil qui paye. Après ça, on a les herbicides qu'on prend pour tuer les pieds, les souches. Et donc ça aussi, c'est le conseil qui le fournit. Il y a les rejets de bananes qu'on donne aux producteurs. Il y a le maïs, il y a l'arachide pour certains producteurs et le niébé. Arrachage des plants, l'unique solution pour venir à bout du Shulon Shoot. Il n'y a pas de médicament. Le seul médicament, c'est l'arrachage. En le faisant, on amène les autres producteurs qui ont déjà des bonnes parcelles à ne plus avoir la maladie. Le point de cette opération d'arrachage indique qu'à peine 20 000 hectares sont traités. Il faut donner un coup d'accélérateur pour freiner ce mal aux effets pervers pour l'économie ivoirienne. La caravane de l'ANSUT Blog Camp se poursuit. Elle a fait escale à Daoukro dans la région de l'Ifo pour l'étape 3 de sa tournée nationale. Les populations sont formées à l'utilisation de l'Internet au cours de cette caravane qui a pour objectif de réduire la fracture numérique entre Abidjan et les autres villes de l'intérieur du pays. Soro Corona et Kader Sogodogo, RTI Boaké. Former et éduquer les populations ivoiriennes à l'utilisation quotidienne d'Internet afin de découvrir et de profiter des avantages et des opportunités qu'offre le numérique. Tel est l'objectif de la caravane de écoles du blog et d'initiation à l'usage des TIC pour la production des contenus locaux. Une initiative de l'ANSUT, Agence nationale du service universel des télécommunications. La commune de Daoukro est la troisième étape de cette caravane qui a le soutien de l'Association nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. En 3 étapes, le bilan est plus que positif. On s'attendait à former 600 personnes, alors que là nous sommes déjà à près de 1100, 1150 personnes formées. Donc le bilan est tellement positif en termes d'impact communicationnel, en termes de personnes formées. Donc l'objectif à mi-parcours, on peut dire, il est superbement dépassé à plus de 150%. Fonctionnaires, étudiants, élèves et commerçants ont découvert tous les métiers liés à Internet. Les participants à ces différentes formations saluent l'initiative de l'ANSUT. Je vais vulgariser
l'Internet dans mon activité, demander à tout le monde, professeurs, élèves, et même le gardien a besoin de l'Internet. Avec Internet, je peux avoir des cours en ligne gratuits qui peuvent me donner de me performer dans tous les domaines, quand bien même je travaille aujourd'hui. Le secteur du numérique pèse aujourd'hui 7% du produit intérieur brut ivoirien. La vulgarisation et la démocratisation de l'Internet est une priorité du gouvernement. La 4e édition de la Foire internationale d'Abidjan se tiendra du 2 au 13 mai prochain au Palais de la Culture sous le thème « La sécurité, un facteur de croissance économique ». C'est ce qu'ont annoncé mardi les organisateurs lors de la cérémonie de lancement du dit événement. L'édition 2018 s'inscrira dans le même temps que les 3 dernières avec ses 2 volets économiques, faits d'exposition, de rencontres B2B, des signatures de contrats et aussi le social. Nadia Eja, Jean-Louis Gbangbo. Près de 300 exposants de différents secteurs d'activité et 100 000 visiteurs sont attendus pour la Foire internationale d'Abidjan. Un rendez-vous économique international d'échanges commerciaux et de contacts d'affaires. La FIA consiste à mettre en partenariat d'affaires les entreprises ivoiriennes, les institutions avec les exposants qui viennent de l'extérieur. Les objectifs, c'est de séduire les potentiels investisseurs afin de les emmener à investir en Côte d'Ivoire. Plusieurs activités sont prévues au cours de cette foire. Ce sont entre autres des rencontres B2B, des conférences et des ventes d'articles. Comme innovation cette année, un tournoi de Maracana, des campagnes de vaccination contre la méningite et des consultations ophtalmologiques gratuites à Yopougon, à Bobo, Trècheville et Cocody. Parrain de cet événement, le ministère du Commerce salue la justesse du thème de cette édition. Je voudrais féliciter les organisateurs de la FIA pour le choix du thème de cette édition, à savoir la sécurité, un facteur de croissance économique. À travers ce thème, la FIA s'inscrit résolument dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui veut faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix et de sécurité. La 4e édition de la Foire internationale d'Abidjan se tiendra du 2 au 13 mai 2018 au Palais de la Culture à Trècheville. Direction Bouaké, dans la région de Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire. Bouaké, où le laboratoire des sciences sociales et des organisations vient d'être primé pour ses activités de recherche. Il s'agit du prix spécial du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour encourager le laboratoire à continuer ses activités en vue de contribuer au développement durable. Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. Le développement durable, un enjeu des temps modernes, un enjeu qui du reste connaît une trajectoire bien définie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. En 2012, à l'initiative du professeur Isiaka Kone, chef de département anthropologie et sociologie, il a été créé dans cette université le laboratoire des sciences sociales et des organisations, LASSO. Ce laboratoire se veut un cadre concret de mise en œuvre de projets basés sur des axes importants, orientés sur la transhumance, l'intégration sous-régionale, la santé communautaire, l'éducation, l'environnement, l'eau, le genre et surtout la question des mutualités. C'est la prise en compte de l'environnement, mais c'est la prise en compte du quotidien des individus. Mais le quotidien, là, il est fait de beaucoup de choses. Tous les problèmes qui sont liés à la purge foncière, à la gestion du foncier, ça participe de cela. Fort de ses ambitions, d'ailleurs devenu interuniversitaire, le LASSO a vu ses efforts récompensés par un prix spécial du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, le prix a été lancé avec pratiquement les mêmes critères. Ça veut dire présenter une institution ou une personne physique qui s'est illustrée à travers un certain nombre de travaux, lesquels travaux font partie des axes de recherche et lesquels axes de recherche sont valorisés par les différents ministères. Avec cette distinction, le laboratoire des sciences sociales et des organisations, LASSO, entend multiplier ses actions pour contribuer efficacement à un développement durable. Vous allez le voir en images, les journées portes ouvertes de l'enseignement technique et professionnel se sont achevées hier après-midi. Ces 2 jours ont été marqués par des expositions, des entretiens entre acteurs du système éducatif et visiteurs et une conférence autour du thème de l'impact de l'orientation dans la vie sociale. Aux 15 000 visiteurs présents, les responsables de l'enseignement technique et professionnel ont présenté les filières de formation et les débouchés qu'offre ce secteur. Les centres de formation professionnelle proposent des formations
diplômantes de différents niveaux pour un large éventail de métiers et de spécialisations. En plus d'Abidjan, 7 villes de l'intérieur du pays ont abrité des rencontres éclatées des dites journées portes ouvertes de l'enseignement technique et professionnel. Du côté d'Abengourou, ils sont entre 350 et 400, ces commerçants touchés par l'incendie d'une partie du marché central. Nombre d'entre eux occupent les trottoirs aux alentours du marché incendié. Ces commerçants sinistrés hésitent encore à s'installer sur le site de recasement provisoire mis à leur disposition par les autorités municipales. Le constat sur place de Jeanne Toubé. On croyait le marché principal d'Abengourou dépeuplé après l'incendie qu'il a subi. Que non. Ceux dont les magasins et étals ont été épargnés sont restés en place et les victimes squattent le trottoir, notamment les vendeuses de poissons frais et ceux qui tiennent les boxes de matériel et accessoires électroniques. Comme le marché est brûlé, donc nous sommes obligés de venir sur la route et de venir vendre. On voit que ce n'est pas prudent, mais on est obligé de faire avec. Nous sommes tous dans Abengourou, donc si on dit qu'on n'a qu'à participer ou cotiser un peu pour qu'on puisse reconstruire le marché là, on peut le faire 5 francs, 10 francs, c'est l'argent. Je sais que c'est une voie, mais comme il n'y a pas les moyens, comment on va faire là? On doit rester d'abord. Difficile aujourd'hui d'emprunter la voie principale qui mène à la mairie, car le long de la clôture du marché et sur le trottoir en face du côté des supermarchés, des vendeurs et des commerçants se sont établis. Acheteurs, visiteurs et automobilistes se disputent le macadam au risque du danger. Voici le goudron qui n'est pas assez large. Au coup d'un dépassement, peut-être un peu me toucher. Au cas où si j'étais dedans, peut-être venu garer juste au bord. Ça au moins, la route sera ne sera pas prise. Nous n'allons pas attendre à ce qu'un autre drame se produise. Donc c'est pour cela je pense qu'il est urgent qu'on trouve une solution palliative pour que la voie soit dégagée. L'occupation du trottoir par certains commerçants sinistrés est l'expression de leurs motivations individuelles et de leur manque d'inclination à rejoindre le nouveau site. Quartier Agnikro. C'est ici, à une centaine de mètres du palais royal, que les commerçants sinistrés seront recasés. Un site qu'ils connaissent bien et sur lequel certains d'entre eux ont même commencé à aménager. Ici et là, des travaux sont en cours ou achevés. Maçons et menuisiers sont à la tâche sous le contrôle et la supervision des commerçants propriétaires. Le maire dit qu'il va arranger de l'autre côté. Donc on est obligé de revenir, voir ce qu'il va faire. Depuis que le marché est brûlé, moi personnellement, là, je n'ai pas travaillé d'abord. Donc c'est un sentiment de joie de venir ici. Nous on veut qu'après avoir construit un nouvel marché, on va partir là-bas. Ça là, nous-mêmes, nous tous on a mis dans notre tête que c'est en attendant. La mairie d'Abengourou a identifié entre 350 et 400 commerçants sinistrés attendus sur le site du marché d'Agnikro pour un recasement provisoire. Au cours du conseil municipal extraordinaire du vendredi 12 janvier de cette année, le maire Amoakon Kwaku Banga a invité les concernés par le recasement à dépasser certaines considérations qui pourraient, selon lui, contrarier le processus et faire obstacle à la réhabilitation du marché brûlé. Invitation en réaction à bon nombre de critiques formulées par des commerçants sinistrés. Le problème que là-bas, il n'y a pas courant, il n'y a pas clôture et puis il n'y a pas de bonne douche. Nous, on a des appareils. Même si un client vient, on veut essayer. Là où il n'y a pas courant, tu peux essayer comment, monsieur. Les plans pour le nouveau marché sont déjà prêts. On va prendre en compte les aspects écologiques. Le marché sera entièrement équipé de matériel moderne, de détection incendie. J'invite tous les commerçants du marché central à regagner le nouveau site qu'ils ont choisi eux-mêmes. La mairie d'Abengourou ne cache pas que le manque à gagner en termes de recettes journalières est considérable, sans toutefois donner de chiffres. Malgré l'assurance donnée aux populations par le maire pour la réhabilitation imminente du marché, il y a ceux qui s'en félicitent et les autres qui voient dans les propos du maire Amoakon Kwaku Banga une promesse à des fins électoralistes.
Plus en bref, pour refermer ce journal, à Kinshasa, la police a une nouvelle fois violemment dispersé dimanche matin les manifestations qui avaient été interdites. Il y aurait au moins 6 morts selon la MONUSCO, 2 selon la police, au moins 55 blessés toujours selon l'ONU et 247 arrestations selon l'ACAJ, l'association congolaise pour l'accès à la justice. Le porte-parole de la police a déploré les 2 morts et assure que des enquêtes sont ouvertes. Les manifestations ont eu lieu contre le maintien au pouvoir du président Kabila à l'appel du comité laïque de coordination. La police a chargé les cortèges à la sortie des églises. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne journée sur la chaîne Kinshasa.